Nous avons décidé cette année de faire un cycle de rencontres sur divers thèmes, tous évidemment liés un peu et beaucoup à Jean-Jacques Rousseau dans ce qu'il a de moderne, et puis beaucoup aussi à l'humanisme, à l'Europe, enfin toutes ces choses qui nous préoccupent grandement aujourd'hui. La guerre n'est pas seulement à nos portes, elle est dans la maison. Il est temps de réfléchir, si c'est possible, sur des choses concrètes. Alors, je remercie évidemment la Maison de l'Europe de nous accueillir. Je remercie la Fondation Clarence, en la personne de son estimé président, monsieur Robert Thierry, pour son soutien indéfectible à nos actions. Il y aura d'autres soirées, comme il y en a eu avant celle-ci. Le programme sera consultable sur notre site jjrinternational.org. Comme il est de tradition dans nos rencontres, puisque nous sommes quand même Jean-Jacques Rousseau, et que notre philosophe favori, a toujours une petite longueur d'avance sur l'époque. Et je vais laisser à Raymond Dany le soin d'introduire la problématique Jean-Jacques Rousseau dans notre débat d'aujourd'hui. Tu nous as dit que la guerre n'était pas à notre porte, mais elle est à nos portes. Je veux parler des portes de l'Europe. Et nous sommes confrontés à quelque chose de complètement inattendu, à un état de guerre que l'on croyait définitivement relégué à l'histoire. Et l'humanisme que nous essayons de promouvoir se voit donc contraint d'aider à faire la guerre pour parvenir à la paix. Nous en sommes à peu près là aujourd'hui. Un État devenu de plus en plus totalitaire, chez qui les citoyens ne sont plus que des objets de la politique et non pas des sujets, se devait d'agir comme une simple puissance, un empire sans limite précise, qui rompt ainsi avec tous les traités internationaux. Il est ainsi redevenu à l'état de nature. Je vous cite de mémoire Spinoza, dans l'état de nature, chacun a d'autant de droits qu'il a de puissance. Il est ainsi redevenu à cet état de nature, militarisant son pays jusqu'à l'éducation qu'il donne à ses enfants. Voilà, ceci était à titre d'introduction. Merci Raymond Dany de nous avoir ancré ainsi le débat de façon extrêmement précise et éclairante, c'est le cas de le dire. Ici, il y a 3 ans et demi, nous avons tenu, quand je dis nous, c'est la Fondation Clarence, a tenu et organisé un colloque autour de l'idéal humaniste et de l'Europe. Et l'idéal européen dans ce contexte. À la fin de la guerre, les idéaux de paix en Europe, loin d'être éteints, s'expriment très fortement après l'avènement du Conseil de l'Europe en 1949, dont 46 États sont signataires. Donc, 1949, donc le Conseil de l'Europe, qui va, d'une certaine façon, réactiver l'idéal humaniste qui s'était éteint, bien évidemment, avec la guerre. La coopération de plus en plus étroite de l'Union européenne, ancrée dans la réalité socio-économique, et notamment dans le développement de nombreux programmes conjoints avec le Conseil de l'Europe. Alors, le Conseil de l'Europe, on l'a compris, depuis 1949, référence en matière de droits de l'homme, d'état de droit et de démocratie, ne fait qu'approfondir l'intégration progressive des idéaux humanistes dans les politiques de l'Union. Mais pour l'Union européenne, il faudra attendre vraiment le traité de Lisbonne de 2009 pour que les valeurs soient énoncées aux articles 2 et 3 du traité de Lisbonne, avec une définition très précise des valeurs sur la dignité humaine pour l'article 2 et pour l'article 3 dans les relations de l'Union avec le reste du monde. Le résultat de cette évolution très, très forte, de cette relation entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, fait qu'en 2012, le prix Nobel de la paix 2012 est attribué à l'Union européenne
en tant que personne morale pour l'ensemble de ses actions en faveur de la paix, de la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. Et c'est dans ce contexte où, peu à peu, l'affirmation d'une plus en plus grande affirmation des valeurs humaines et des droits de l'homme dans ses objectifs vont surprendre l'Union européenne. 2 conflits vont les surprendre. Tout d'abord, le conflit dans les Balkans, et ensuite l'invasion de la Crimée par la Russie. Chacun de vous disposera dans quelques minutes du temps nécessaire à l'exposer de la façon dont vous envisagez la situation de l'Europe aujourd'hui, chacun selon sa direction et son orientation interprétative et de spécialité. Après quoi, nous aborderons une partie de la soirée où chacun ici pourra échanger avec vous, et bien entendu, vous les Frédéric, entre vous-mêmes, si vous m'autorisez cette cordiale familiarité. Je m'arrête là simplement dans cet éclairage, et puis je vous laisse la parole, Monsieur Allemand. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Thierry. Merci aussi pour votre invitation à poursuivre les échanges que nous avions débutés maintenant il y a de cela 3 ans et demi. Et c'est très opportun que vous ayez invité aussi 2 Frédéric. Vous le savez que Frédéric signifie le pouvoir de faire la paix. Donc je crois que les invitations tombent parfaitement. Merci beaucoup aussi, Monsieur Dany, pour ces propos introductifs. En vous écoutant, je me demandais si j'avais encore quelque chose à rajouter, tant effectivement vous abordiez déjà un certain nombre d'éléments que je pensais présenter. Je vous avouerai... Voilà, j'avais hésité à citer Kant, je crois que je le cite à la fin. En revanche, c'est vrai que j'avais passé sur l'abbé Saint-Pierre et sur Jean-Jacques Rousseau, dont je ne suis pas un grand connaisseur, je dois l'admettre. Quelle est la contribution de cette Europe organisée et vivante au rétablissement et au maintien, évidemment, de la paix? Alors, j'avais pensé citer un auteur que vous n'aviez pas cité, Paul Valéry, et puis finalement, je le garderai peut-être pour plus tard, pour qu'on puisse avoir un temps pour le débat, et donc rentrer directement dans notre sujet. Et il est clair qu'en organisant cette conférence sur quelle défense européenne commune au nom de l'humanisme, les organisateurs nous invitent à interroger l'Europe que nous voulons pour faire face à un conflit, contribuer à sa résolution et maintenir la paix. Alors je vous avouerai, je ne suis pas un expert de la défense européenne et donc je me garderai d'intervenir sur le sujet. Je laisserai ces aspects développés par Federico avec toute son expertise. Mon propos portera plutôt sur les moyens civils finalement que l'Union peut mobiliser dans la perspective de la mise en place de la paix et de son maintien. Et donc mon propos, finalement, se concentrera sur le second terme du libellé de la conférence, l'humanisme dont est porteur le projet européen, avec 2 questions à la clé. Donc, comment l'humanisme, finalement, informe-t-il les politiques et actions de l'Union ? Et c'est là où on verra la place tout à fait conséquente des moyens civils aujourd'hui disponibles et, finalement, les moyens militaires toujours en cours d'établissement, bien plus modestes que les moyens civils. Et quelles limites l'humanisme impose-t-il à l'Union dans ses relations à l'autre ? Et il faut bien garder en esprit que l'intégration dite économique de l'Europe est par nature et par essence un projet politique, au sens le plus élevé du terme. Il en appelle à la police, à la vie de la cité. La vie de la cité, c'est la capacité à entretenir la vie de ses citoyens, à préserver la vie de ses citoyens dans ses différentes dimensions. En fait, quand on y regarde les choses, le projet européen se propose de reconsidérer l'homme dans toute sa dignité. Robert Thierry l'a dit tout à l'heure, l'article 2 du traité sur l'Union européenne fait état d'un certain nombre de mentions, là, parmi la première desquelles se trouve le respect de la dignité humaine. Mais cette dignité, elle n'est pas définie, elle est laissée en suspens. Et il faut pouvoir la comprendre, il faut l'envisager dans une logique dynamique, ne pas avoir une vision étriquée de ce qu'est la dignité humaine, mais de l'envisager à la lumière de la plénitude, finalement, des aptitudes d'un individu à se réaliser, dans sa dimension politique, dans ses dimensions économiques, dans ses dimensions aussi sociales, on pourrait dire aussi technologiques,
Peut-être qu'un prochain débat pourra être peut-être sur le transhumanisme, par exemple. Mais également sur les plans spirituels, matériels, individuels et collectifs. L'individu, la personne humaine, ne se considère pas seul, isolé. Vous connaissez la formule sur laquelle l'homme est un loup qui vit en société. L'homme se réalise à travers ses relations à l'autre. L'homme se comprend en relation à l'autre, dans une forme de construction en miroir par rapport à l'altérité. Cet impératif politique et moral exige pour se réaliser la civilisation des relations humaines. Et l'expression doit s'entendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme l'organisation des relations interindividuelles dans le respect du savoir-vivre communautaire, dans le respect de la loi. La civilisation s'entend aussi dans l'approche civiliste. Civil, ça renvoie à la question de la citoyenneté. Elle est à comprendre en opposition à une autre notion, celle du militaire. Le civil et l'opposé est à comprendre dans l'opposé du militaire. Le civil est à comprendre dans l'organisation de nos rapports à la loi avec un grand L, c'est-à-dire dans une situation où la force de la loi se substitue au droit de la force que nous rencontrons en revanche dans le cadre des relations militaires. Et c'est ça un des grands principes que nous enseigne le droit de l'Union. L'espace juridique, la civilisation juridique que met en place l'Union européenne, c'est cette aptitude à organiser exclusivement par le droit l'ensemble de nos relations. Alors, premier élément, ce savoir-vivre organisé par la loi. Mais c'est un savoir-vivre en communauté qu'il faut pouvoir matérialiser. Ça ne suffit pas de dire sur le papier qu'il y a une loi supérieure qui s'impose. Il faut pouvoir la faire vivre au jour le jour. Il faut s'assurer que cette loi ne se limite pas aux relations entre les États. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La formule de Jean Monnet, lorsqu'il était encore secrétaire général adjoint à la Société des Nations Unies, il faut pouvoir aller au-delà, dépasser les États, mettre en échange les responsables politiques, ceux en charge de l'exercice des pouvoirs dans les États, et aussi les peuples. Pour parfaitement rentrer dans l'humanité, dans le rapport à l'autre, il faut pouvoir aller échanger, le rencontrer. Et c'est ce que font les traités. Relisez les premières dispositions, tout est là. Elle organise un espace de liberté intérieure, un espace de rencontre entre individus. Il y a un dispositif de mise en relation de l'autre. Alors ce dispositif de mise en relation de l'autre ne s'observe pas seulement dans le marché intérieur, il s'observe aussi dans le fonctionnement des institutions. Si on regarde un peu comment elles fonctionnent, on voit que dans l'ensemble des institutions, il y a souci de ménager toujours la rencontre entre des profils très variés, entre des personnes qui viennent de France, d'Allemagne, du Luxembourg, de Malte, de Chypre, et je ne vais pas les faire tous, mais il y a cette volonté de provoquer la rencontre, d'imposer cette rencontre, parce que ce n'est que dans la rencontre que l'on va comprendre, qu'on va découvrir l'autre, qu'on va comprendre ses inquiétudes. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va nécessairement souscrire à l'ensemble de ses inquiétudes et faire droit à l'ensemble de ses revendications. Mais on sera dans une perspective d'empathie. Et ça, c'est aussi tout à fait essentiel si on veut penser notre rapport à l'autre et si on veut penser notre rapport à l'autre de façon humaniste. Alors, cette aspiration humaniste, en fait, il faut être honnête, elle porte en elle-même un élément de fragilité qui est logé au cœur du projet européen. Elle repose sur le libre consentement des communautés politiques organisées, des États à se sentir liés par ce dispositif. On n'impose pas à un État membre de rejoindre l'Union européenne. On ne lui impose pas de signer un traité. Alors j'entends déjà ceux qui diront oui, mais il y a eu 2005. 2005 était un traité. 2007 en était un autre. Je referme la parenthèse. Donc il y a ce libre consentement, cette nécessité à essayer d'amener le changement, et parfois il y a des résistances en interne, des résistances en externe. Les résistances en interne, on les a observées récemment. Il y a eu un certain nombre de cas dans lesquels ce que l'on pensait acquis, la défense des valeurs européennes, la défense de la dignité humaine, la protection assurée par une loi européenne supérieure, la Pologne, la Hongrie, sont venus rappeler que face à une interprétation nationale de ce qu'est l'intérêt supérieur du pays, il pouvait y avoir une remise en cause de ces droits, des valeurs fondamentales sur lesquelles l'Europe est fondée. En Europe, on ne met pas le jour dehors.
Donc il n'y a pas de dispositif qui permet d'exclure un État membre qui se mettrait en violation des droits fondamentaux. Le contact est en permanence, l'échange est maintenu. Parce que l'esprit, l'espoir est toujours celui de conserver à travers un canal de communication un contact, d'amener l'autre à évoluer. Ce que je vous dis là, ça marche. Ça fonctionne dans le cadre d'un espace intégré qu'est l'Union européenne. Dans quelle mesure cette dynamique du droit et de l'économie peut fonctionner à l'extérieur de l'Union européenne? Alors l'Union a développé, là aussi, va utiliser les moyens qui sont les siens, les moyens civils dont je vous ai parlé, le droit à l'économie, pour organiser et pour promouvoir les enjeux liés aux valeurs. Donc dans l'ensemble des accords commerciaux de différents types, vous avez toute une gradation d'accords qui sont conclus avec les partenaires tiers, il y a aujourd'hui l'insertion, c'est le principe, d'une clause droits de l'homme qui prévoit que la mise en œuvre des accords commerciaux se fait à la lumière de la préservation des droits humains. En même temps, ce que l'on observe, c'est que la mise en œuvre réelle de cette clause n'est pas systématique. Il y a certains partenaires de l'Europe, de l'Union européenne, qui considèrent qu'ils ne souhaitent pas être tenus par ce type de clause et donc qui s'opposent à l'insertion de cette clause dans les accords d'association. Ça a été le cas avec l'Australie, typiquement. Parce que c'est de cela, finalement, dont il s'agit. À travers l'insertion d'une clause droits de l'homme dans des accords commerciaux, l'Union utilise à la fois l'instrument juridique qui est le traité, mais également le moyen économique, puisque ces accords portent sur des questions d'ouverture commerciale, d'ouverture douanière, investissement. Donc, à travers ce truchement, ils essayent. L'intention est d'amener nos partenaires à une évolution, à une meilleure prise en compte du respect des droits de l'homme. C'est accompagné aussi, parce qu'il ne suffit pas de le mettre dans les traités, il faut pouvoir l'accompagner avec des dispositifs financiers pour garantir que les pays, notamment ceux en voie de développement, puissent aussi mettre en conformité leurs institutions, leur système judiciaire, pour être en mesure de garantir l'application de ces dispositifs. Alors je tiens à dire, et peut-être que Federico reviendra là-dessus, que les moyens financiers au titre des instruments de soutien à la démocratie et des droits de l'homme ne sont pas des montants élevés. On est aux alentours de quelques milliards, et encore je crois que c'est même moins que ça. J'ai le chiffre quelque part qui traîne dans ma présentation, mais c'est des montants relativement modestes. Alors, moyens civils, action à travers les accords commerciaux avec une effectivité limitée. Et donc, là où j'en viens, finalement, ça va être à des moyens complémentaires. Est-ce que l'on doit passer à des moyens militaires pour garantir le respect des droits de l'homme en dehors de nos frontières? Donc, je ne voudrais pas m'étendre plus, parce que je crois que c'est le moment pour Federico d'intervenir et nous éclairer sur cet aspect. Ok, vous m'entendez? Merci beaucoup. C'est vraiment très très intéressant et ça change de mon ordinaire parce que je vois qu'ici on fait des réflexions très profondes de nature philosophique, alors que moi je suis toujours le nez dans le guidon dans les questions de défense, les nouveaux programmes, les nouveaux projets. L'Union européenne adopte un nouveau programme, 500 millions ici, 300 millions à EDIRPA, tous des sigles. Et là, on prend un peu de hauteur, on a un regard un peu plus philosophique et c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je ne savais pas que Federico veut dire faiseur de paix. Eh ben, je dirais ça à ma femme, tiens. On va voir si elle voit. Alors, on parle de défense, on a parlé de valeurs, on a parlé de droit, on a parlé de fondement de la construction européenne. Où se situe la défense dans tout ça? Et où est-ce qu'on en est avec cette défense? Et pourquoi il faut une défense européenne? Il faut une politique militaire? Pourquoi le budget communautaire, c'est-à-dire le budget géré directement par la Commission, doit être utilisé notamment également aussi pour financer la construction d'armes? Voilà, je vais essayer de répondre à ces questions. Et on va commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la défense européenne aujourd'hui. Alors, pour comprendre la défense européenne aujourd'hui, il faut revenir en 1999. Lorsque les guerres balkaniques venaient de se terminer, et les Européens avaient découvert qu'ils n'étaient pas capables d'intervenir dans les Balkans, c'est-à-dire à 50 km de chez moi, donc en Italie, donc dans les Balkans, sans la participation des Américains. Donc les Européens n'étaient pas en mesure de mener une mission militaire dans les Balkans pour mettre terme à la guerre, et ils avaient besoin des Américains. Et c'est alors que les Européens ont découvert d'être dépendants des États-Unis et impuissants militairement.
Et ils ont décidé donc de lancer la défense européenne. En 1999, il y a eu un sommet à Saint-Malo entre Jacques Chirac et Tony Blair pour lancer cette fameuse politique de défense commune. Avec quel objectif? L'objectif était d'être en mesure de fournir à l'Union européenne, aux pays européens, une capacité d'action autonome militairement pour ne plus dépendre des Américains. Donc la défense européenne naît d'un constat, celui de l'impuissance et de la dépendance. Aujourd'hui, on est en 2023, et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on est exactement dans la même situation qu'en 1999. On l'a vu, on le voit dans les Balkans, Kiev n'existerait plus, ne serait plus la capitale d'un État indépendant sans les Américains, il faut le dire clairement. Si c'était pour les Européens, probablement l'Ukraine aurait été dévastée et aurait été occupée, ou du moins une bonne partie de l'Ukraine. Donc en 2021-2022, on se retrouve exactement dans la même situation dans laquelle on était en 1999. C'est-à-dire qu'on est dépendant des Américains et on est impuissant militairement. Alors la défense européenne, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans de gesticulation de défense européenne, si on considère qu'aujourd'hui, 20 ans après, on est toujours dans la même situation? On a essayé de développer une politique de défense commune, une politique opérationnelle qui n'a pas fonctionné ou qui a fonctionné de manière très marginale. L'Union européenne a appris à déployer des petites missions de gestion civile et militaire des crises de par le monde, dans les Balkans, en Afrique principalement. Donc l'Union européenne n'a pas réussi à développer une véritable politique de défense commune. Pourquoi? La raison est très simple, parce que les États membres, finalement, en réalité, ne veulent pas. Même la France, qui a une politique très volontaire en matière de défense européenne, a une position extrêmement ambiguë. Je dis toujours que les États membres ont une attitude bipolaire par rapport à la notion de défense européenne. Ils la veulent le jour, ils l'abordent la nuit. Alors tout le monde veut la défense européenne, mais après, quand il s'agit de faire des pas en avant concrets en matière d'intégration pour avoir une défense commune, tout le monde se retire, et la France également, notamment parce qu'on a peur de perdre cette fameuse souveraineté nationale comme si elle existait encore, alors qu'on voit bien que cette souveraineté nationale, de fait, n'existe plus. Ceci dit, si on considère qu'à partir de 2016, une nouvelle politique, qui n'est pas vraiment une politique de défense à proprement parler, donc une politique opérationnelle, mais une politique industrielle est née. C'est-à-dire qu'à partir de 2016, l'Union européenne a développé une politique de soutien à l'industrie de défense. La défense européenne dépend, son futur et son évolution dépend de ce qui se passe à Washington. Pas en Ukraine, pas dans les Balkans, pas dans le Sahel, pas de ce qui se passe à Washington. Lorsque Trump a pris le pouvoir, les Européens ont pris vraiment peur. Ils se sont rendus compte que la garantie sécuritaire américaine pouvait venir à manquer, et ils ont commencé à faire des petits pas, non pas dans le domaine de la politique de défense commune, qu'on n'a toujours pas, on n'a pas une véritable politique de défense commune aujourd'hui, mais dans le domaine industriel, pour qu'on ait une politique de défense, une politique industrielle de défense commune, dans l'espoir qu'ensuite celle-ci puisse évoluer vers une véritable politique de défense commune qui présuppose une intégration politique. Donc qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne ne développe pas une véritable politique de défense, n'est pas un acteur en tant que de défense, n'agit pas, mais elle finance la défense. Or, quel est le lien avec les discours qui ont été faits, notamment sur l'humanisme, sur le projet européen? Moi, je trouve que ce lien est très, très étroit. Pourquoi? On a parlé de la CECA, le charbon et l'acier, la mise en commun du charbon et l'acier en 1951, comme le premier pas pour aboutir à une intégration politique. Eh bien, aujourd'hui, on essaye de mettre en commun la production d'armes. On a commencé avec le charbon et l'acier, qui étaient des instruments stratégiques, qui étaient des produits stratégiques à l'époque. Ils le sont moins aujourd'hui, mais ils étaient à l'époque essentiels pour faire la guerre. Et aujourd'hui, on aboutit, 60 ans après, à la tentative de mettre en commun la production et le développement d'armes. Je trouve que le parcours est philosophiquement très cohérent. Parce que le but est bien d'arriver à la construction d'un projet politique qui met en commun les instruments de la guerre pour arrêter de se faire la guerre à l'intérieur de l'Europe et éventuellement pour essayer de défendre certaines valeurs à l'extérieur de l'Europe. Il y a aussi d'importants jeux éthiques dans cette question. Pourquoi? Le fait que maintenant l'Union européenne et le budget communautaire va être de plus en plus appelé à financer la production et le développement et l'invention de nouvelles armes, parce qu'on parle de recherche et de développement, comporte des questions éthiques, notamment par rapport à des questions comme l'intelligence artificielle. Ces questions éthiques sont aujourd'hui traitées
par la Commission et par le Parlement européen dans les programmes de développement de systèmes d'armes modernes. Le Fonds européen de la défense, qui est, on va dire, le projet phare en matière industrielle de défense, aujourd'hui demande à ce que les projets qui sont financés par l'Union européenne pour développer des armes aient un volet éthique. On doit comprendre ça, non seulement d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue politique et philosophique. À quoi servent ces armes ? Comment on doit les utiliser, comment on doit pouvoir les utiliser, tout cela a un impact très important, notamment sur l'orientation technologique qui est donnée au système d'armes qu'on finance. Et c'est pour ça qu'il est très important pour moi que les projets de financement de l'Union européenne, que ces projets de financement soient systématiquement, chaque projet, accompagné par une analyse de nature, non seulement éthique, mais également politique et philosophique. Pour en revenir aux questions de l'humanisme et aux questions de fond, pourquoi on a besoin d'un système d'armes, pourquoi il doit avoir certaines caractéristiques technologiques et pas d'autres, notamment par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'on doit répondre à un projet politique qui est le nôtre, qui est celui de l'humanisme, c'est-à-dire de la mise de l'homme et de la femme au centre de l'action politique et non pas de Dieu ou le marché ou autre chose. Je voulais en fait enfin rebondir très brièvement sur ce qui a été dit, notamment par rapport à l'abbé Saint-Pierre, à Rousseau et à Emmanuel Kant. Donc, pourquoi ? Parce que l'abbé Saint-Pierre, vous avez mentionné l'abbé Saint-Pierre qui a parlé de la possibilité de construire une confédération européenne à travers l'accord des princes. Vous avez expliqué que ce n'était pas possible, enfin que c'est pas possible, que ce ne sont pas les princes qui vont le faire, et qu'il faut passer plutôt par une construction européenne qui se base sur des États qui ont un fonctionnement similaire et si possible républicain. Eh bien, moi qui suis quand même fédéraliste, hein, donc je pense que les deux, je ne veux pas paraître aussi arrogant que ça, que donner tort à l'abbé Saint-Pierre et à Emmanuel Kant, mais je pense que l'histoire est en train de nous enseigner que les deux ont tort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la construction européenne, son aboutissement vers une configuration confédérale ou fédérale ou une forme d'unité politique ne sera pas atteinte. Elle ne sera certainement pas atteinte par des princes, hein, on est tous d'accord, mais risque de ne pas être atteinte non plus par des États souverains, même s'ils sont démocratiques et ils partagent des valeurs. C'est-à-dire pas par les classes politiques gouvernantes, par les élites, on va dire, par les gouvernants, par les chefs d'État, les présidents, les ministres et les diplomates. Parce que les États-nations ne sont pas faits, c'est quasiment une loi biologique, je dirais, ne sont pas faits pour transférer des compétences ailleurs. Quand ils le font parce qu'ils sont contraints, mais ils font toujours attention à préserver le sceptre dans les capitales nationales. Et si vous voyez l'évolution institutionnelle de l'Union européenne, on peut constater que dans les 30 dernières années, oui, l'Union européenne a fait des progrès extraordinaires, mais le Conseil européen s'est introduit comme institution dans l'architecture institutionnelle européenne, qui n'était pas prévue initialement, et ce qui permet aux États membres de préserver un certain contrôle de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait. Et je pense que en outre, il faut considérer que la notion de fédéralisme est une notion révolutionnaire, dans le sens qu'elle va impliquer une rupture constitutionnelle dans pas mal de pays. La seule possibilité est celle de passer, on va dire, à travers l'opinion publique, c'est-à-dire de transformer l'idéal européen et l'humanisme qui est intrinsèque dans cet idéal européen en une idée qui devient à la mode. Aujourd'hui, plusieurs pays soutiennent l'intégration européenne, mais de manière tiède, froide, passive, on va dire. Il faut à un certain moment que cette idée soit saisie par l'opinion publique. Et je pense que seuls des partis politiques de nature transnationaux, et donc pas des partis politiques nationaux, peuvent à un certain moment réussir à obliger les États membres à faire le grand saut vers le fédéral. Qui s'applique au pays, et puis qui, en matière de défense, est quand même, apparemment, même si on l'a dit en mort cérébrale, relativement territorialement, ça recouvre l'Europe et un peu plus. Oui, alors, donc, l'OTAN est bien vivante, et, bien évidemment, et ce n'est pas une organisation supranationale, hein, c'est une organisation intergouvernementale, mais
La différence, c'est justement l'intégration européenne, elle la seule vise donc à une organisation hybride, on va dire semi-supranationale, avec des institutions comme la Commission, le Parlement européen, la Cour de justice européenne, qui ne sont pas l'émanation directe des États membres et qui ont une autonomie de fonctionnement. Et puis, il y a des institutions comme le Conseil européen, le Conseil, qui, bien évidemment, sont intergouvernementales, d'où la caractère hybride, alors que l'OTAN est une organisation comme toutes les autres, donc purement intergouvernementale. La grande spécificité de l'Union européenne, c'est cette dimension supranationale qui est là, qui est extraordinaire et qui vise, je parlerai quasiment, qui est belle, donc esthétiquement, et qui vise ce projet d'intégration. Donc c'est une organisation purement intergouvernementale, d'accord, mais peu importe. Mais l'OTAN, c'est les États-Unis, hein, c'est ça. Donc l'OTAN, c'est les États-Unis. Quand je dis que la défense européenne ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde, à Kaboul, en Ukraine ou ailleurs, mais dépend de ce qui se passe à Washington, ben voilà. Et donc, pour en venir à votre question, oui, la question des États-Unis et de l'OTAN reste centrale. Mais en 2024, les États-Unis vont finir vont commencer à accentuer leur détachement, qui pourra être brusque ou lent et progressif selon celui qui va gagner les élections, mais qui sera réel dans le temps. Et je pense que ça sera pourra donner une impulsion importante pour la construction européenne. Pour l'instant, les États-Unis décident tout. Et ce qui se passe en Ukraine est décidé par les États-Unis. La stratégie est établie principalement par les États-Unis. Et nous, on n'a rien à dire, mais parce qu'on n'est pas capable, hein, aussi. On dépend d'eux, donc forcément. Juste pour compléter ton propos, en fait, les modalités d'action, là aussi, sont différentes. Si l'on regarde les financements qui ont été octroyés sous forme de prêts ou de subventions, côté européen ou côté européen, c'est l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Et le côté américain, on est sur des montants, en tout cas les données que j'ai retrouvées, sur la période 2022 jusqu'à aujourd'hui, on est aux alentours de 71-72 milliards d'euros donc d'assistance financière accordée par chaque partie. Mais en fait, quand on regarde où vont les financements américains, 60% vont vers de la dépense militaire, tandis que côté européen, on est sur des montants nettement plus faibles, puisqu'on est aux alentours, c'était 38, alors j'ai plus le montant très exact, si on était aux alentours de 15 milliards d'euros au niveau du financement de transfert de matériel militaire, notamment les fameuses armes létales. Donc on voit que la philosophie derrière l'action européenne et à l'opposé, alors elle rend peut-être compte, elle reflète peut-être ce que tu indiquais, c'est la fragilité ou le côté naissant finalement de cette défense européenne par rapport à une défense américaine qui, elle, a les moyens à la hauteur de ses objectifs, d'une partie de ses objectifs. En tout cas, voilà, ce sont des éléments aussi chiffrés qu'il faut pouvoir avoir à l'esprit. Est-ce que on peut détacher aussi facilement l'engagement américain vis-à-vis de l'Ukraine et philo-européen de son opposition maintenant extrêmement forte avec la Chine? Oui, la Chine a une obsession pour les États-Unis. Je dirais même que les États-Unis, quasiment presque, je ne dis pas qu'ils s'en foutent de l'Ukraine et de la Russie, mais ils considèrent la Russie comme une menace secondaire. Mais il est clair que les États-Unis veulent se focaliser sur la Chine. Et ils voudraient que nous, les Européens, on soit en mesure de, on va dire, prendre en charge le front russe. Et pour revenir à ce que dit Frédéric au sujet des transferts d'armes, effectivement, les Européens ont transféré moins d'armes que les Américains, mais parce qu'il y a une approche différente, mais aussi parce qu'ils en ont moins. Les Européens ont ce qu'on appelle, surtout la France, ce qu'on appelle une armée bonsaï, c'est-à-dire des armées très compétitives, technologiquement très évoluées, mais avec très peu de masse, très peu de quantité, parce qu'ils n'ont plus les budgets, les capacités. Je me faisais une réflexion justement par rapport à l'éloignement des États-Unis de l'Europe. Mais si on considère justement, je reviens à la Société des Nations, Wilson a en effet été l'initiateur, enfin l'un des initiateurs en tout cas, de la création de la Société des Nations après la fin de la Première Guerre mondiale. Mais le Sénat américain a refusé de suivre Wilson.
Et donc les États-Unis sont retrouvés dans une position de désir d'autarcie par rapport déjà à cette époque-là. Mais je suis sensible à ce que vous avez dit sur l'intégration militaire européenne difficile à faire et qui serait dans les esquisses d'un commencement. Mais je suis quand même frappé d'une chose, c'est qu'à partir du moment où les Européens se sont rendus compte qu'ils étaient désarmés, la politique de chacun de ces États a été de se réarmer dans les conditions traditionnelles d'une armée nationale. Quand est-ce qu'on pourra être, et à quelles conditions, dans un système de plus grande coordination, par exemple? Et à quelles conditions cela pourrait-il se faire, si on a une réponse à la question? Les initiatives de la Commission européenne qui a lancé des nouveaux outils après le Fonds européen de la défense, notamment pour soutenir la production industrielle et les achats conjoints, visent exactement ça. Et ce qu'il faudrait en réalité, c'est des véritables sociétés européennes. Comme il y en a un peu, MBDA, Airbus, ce sont des sociétés européennes, mais elles sont, c'est plus des fédérations de sociétés européennes que des véritables sociétés européennes. Et c'est pour ça que le Fonds européen de la défense en 2016, qui a ouvert la voie à cette nouvelle compétence de l'Union européenne de financer l'industrie de la défense, d'un point de vue de l'intégration européenne, est la plus grande chose qui a été faite depuis très très longtemps, depuis l'euro probablement. Oui, une petite question. On a parlé d'opinion publique et il me semble que l'Europe s'est construite en réaction aux deux guerres mondiales ou en tout cas à la guerre pour établir la paix. Il me semble que ce souvenir s'estompe dans les populations européennes. Qu'est-ce qui pourrait raviver ce sentiment européen ? Alors, je propose qu'on se retrouve demain. Alors, il y a un premier point, c'est que finalement, quand le projet de rapprochement franco-allemand est lancé par Robert Schuman et inspiré par Jean Monnet, les deux pays sont à ce moment précis, en situation de paix. Donc la question aujourd'hui qui est posée est complètement différente. On est certes toujours en paix à l'intérieur, mais on a une situation de conflit sur laquelle on n'est pas préparé finalement à agir. Les traités permettent des missions de forces de combat. Donc la question se pose pour une démocratie. Que souhaite-t-on ? Est-ce que l'on est prêt à accepter l'envoi de troupes ? Mais en même temps, est-ce qu'on est prêt à accepter de voir des ruines et des deuils juste à quelques kilomètres de chez nous ? Donc on est dans un entre-deux qui n'est pas satisfaisant. Ni nous à regarder par-delà notre fenêtre pour savoir finalement comment ça va se dérouler, en finançant un peu, mais à distance. Mais quant à savoir si on est prêt à envoyer des troupes en nombre, là aussi, je doute qu'on ne soit prêt à aller aux Invalides et voir en permanence le défilé des cercueils. Mais j'ajouterais simplement, est-ce que les Français, est-ce que les Européens y croient à la guerre chez eux ? Parce que est-ce que les gens se comporteraient socialement, collectivement, comme ils se comportent aujourd'hui, avec la guerre à la porte et à leur porte, si véritablement ils avaient une conscience de la guerre et de la guerre chez eux? Alors, mais effectivement, il y a un problème psychologique. Hein. Les Européens ne sont pas prêts à faire la guerre, je pense. Et on l'a vu. Et au fait, pour revenir à la question qui avait été posée sur les États-Unis, ils ne sont pas prêts à être en réalité indépendants des États-Unis, malgré le fait qu'ils ont lancé la défense européenne en 1999 pour l'être. Pour revenir à votre question de l'opinion publique, au fait que les opinions publiques sont tièdes vis-à-vis de l'européisme, on va l'appeler comme ça, oui, effectivement. Et moi, j'aime bien toujours faire la comparaison entre l'idéal européen et par exemple le mouvement écologiste. Je ne suis pas particulièrement écologiste, etc., mais je suis très fasciné par la façon dont a évolué dans le temps le mouvement écologiste. Il y a eu quand même des progrès extraordinaires qui ont été faits, sans doute pas suffisants, dans le domaine de l'écologie. Pourquoi ? Parce que nous avons une classe politique de visionnaires, mais non. Parce qu'à un certain moment, l'écologie est devenue un idéal à la mode parmi la population européenne, parmi les populations, et donc du coup, tout à coup, les leaders politiques sont devenus écologistes aussi. Eh bien, moi, j'espère qu'un jour,
L'idéal européen aura le même parcours. Si cet idéal devient à la mode, devient trendy, on va dire, etc., vous verrez que ils seront tous européistes du coup, et ils vont commencer à dire ah oui. Et alors là, et c'est à ce moment-là que je pense qu'on pourra faire ce saut, mais il faut que ça vienne de l'opinion publique et qu'il y ait aussi des partis transnationaux qui soient en mesure de porter ça et sont en mesure de s'imposer au Parlement européen. Je parle du long terme. Adrien, tu as posé cette question effectivement de ce qui peut raviver l'enthousiasme européen. Je crois que tu avais aussi parlé de ta génération, c'est-à-dire des jeunes que tu connais autour de toi. On pourrait parler aussi de vos étudiants, monsieur Allemand. Qu'en est-il de leur conscience européenne ? Je crois qu'une des plus belles réussites de l'Europe, c'est qu'on l'ait oubliée d'une certaine façon. C'est qu'elle soit devenue un élément naturel dans lequel on va vivre. On ne se rend même plus compte finalement du côté, c'est comme l'air, on ne se rend pas compte de l'air à une certaine densité. Nous, voilà, on respire naturellement. Et donc en fait, on ne pourrait se rendre compte de l'intelligence, de la beauté du projet européen qu'à contrario, une fois celui-ci disparu. Et je pense qu'un des contre-exemples très bons à ce moment-là, c'est le cas du Brexit, où une partie de l'électorat britannique qui voyait derrière la sortie de cette bureaucratie écrasante faite de crâne d'œuf, eh bien finalement, elle avait quand même quelques mérites, et bien plus que l'isolement et que la nécessité de reconstituer des réseaux de partenariats à droite, à gauche, seuls, parce que seuls, les Britanniques, ils ont peut-être un grand passé derrière eux, mais pour l'instant, ils ont un présent qui est compliqué et un avenir qui ne sera pas moi. On a beaucoup d'actions caritatives. C'est facile de faire quelque chose. Et on a l'impression de faire, pas, comment dirait-on, de l'humain, d'être humaniste à ce moment-là. Mais ça ne va pas au-delà. Mais je pense que Madame a raison dans le sens que c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, ça suffira pas. C'est pas avec ça qu'on va construire l'Europe. Donc il faut le faire, hein, mais je veux dire, mais effectivement, je suis désolé de revenir sur ça, mais si on veut construire l'Europe, il faut une défense commune, même une armée commune à un certain moment, et puis voilà. Bien, bah écoutez, est-ce qu'il y aura encore une autre dernière question fondamentale, celle-là? Non. Bien. Merci, messieurs, vraiment pour cette soirée en petit comité, mais extrêmement dense.